Bonjour, cette présentation est destinée aux étudiants de 3e année médecine, module de sémiologie. Elle porte sur la sémiologie des goitres et des nodules thyroïdiens. Le système endocrinien est constitué de diverses glandes disséminées dans le corps humain, qui sécrètent des hormones. De toutes ces glandes, la thyroïde est la plus accessible à l'examen clinique, qui permet d'apprécier l'état morphologique et fonctionnel, procurant ainsi les informations essentielles au diagnostic, à l'orientation étiologique et à la prise en charge. Donc, toute demande ou interprétation d'examen paraclinique doit se référer à l'état clinique du patient pour éviter toute erreur. La thyroïde est située dans le cou moulé sur l'axe trachéo-laryngé en regard des 3e et 4e arcs trachéaux sur les cartilages cricoïdes et thyroïdes. Elle est constituée de 2 lobes droit et gauche verticaux réunis avec l'isthme qui est horizontale. Elle est en forme de papillon ou lettre H. Sa consistance est souple et élastique. Sa couleur est rouge brunâtre. C'est la plus volumineuse des glandes endocrines. Et il existe des variations interindividuelles en rapport avec le sexe, l'âge, l'état de grossesse et le. Ceci est une coupe transversale de la région cervicale qui montre les rapports étroits de la glande thyroïde avec la trachée, l'œsophage et les gros vaisseaux du cou ainsi que le nerf vague. Donc toute augmentation du volume thyroïdien est susceptible d'entraîner des signes de compression, à savoir une dysphonie, une dyspnée ou une dysphagie. Les maladies de la thyroïde sont soit fonctionnelles, les hypothyroïdies ou les hyperthyroïdies, soit morphologiques, les goitres et les nodules thyroïdiens. 3 questions importantes à se poser. D'abord, quand faut-il rechercher une affection thyroïdienne? Donc, les circonstances de découverte et les motifs de consultation. Deuxième question, comment faut-il les rechercher? Quels sont les moyens? Et la 3e question, quels résultats a-t-on à attendre? Donc, différencier les résultats normaux de la pathologie. Quand faut-il rechercher une pathologie thyroïdienne? Soit dans le cadre de dépistage en cas d'antécédents familiaux, soit dans le cadre de prise de médicaments reconnus comme interférant avec la fonction thyroïdienne, soit une plainte locale à type de douleur ou tuméfaction cervicale, ou bien régionale, l'existence de signes de compression ou d'adénopathie cervicale, ou bien de signes généraux, soit des signes de dysthyroïdie, soit des signes évocateurs d'un cancer médulaire de thyroïde tels que les diarrhées et les flushs, ou bien autres circonstances telles que variation de poids, pathologie cardiaque ou psychiatrique, symptomatologie digestive, dans le cadre de la recherche d'un cancer primitif, des signes ophtalmologiques ou une dysphagie. Les moyens sont l'interrogatoire et l'examen clinique loco-régional avec l'inspection, la palpation et l'auscultation et éventuellement recours à l'imagerie, échographie, scintigraphie ou TDM cervical et l'examen général à la recherche de signes de dysthyroïdie et par bilan thyroïdien. Comment examiner une glande thyroïde? Les étapes sont l'inspection, la palpation et l'auscultation. La première étape de l'examen clinique de la thyroïde est l'inspection. Il faut, pour repérer la thyroïde, d'abord identifier le cartilage thyroïde et cricoïde et ceux de la thyroïde, qui peut être visible en situation physiologique chez les femmes minces à cou gracile et qui se voit comme un discret bombement mobile à la déglutition et qui s'élève en haut. Inspecter la peau du cou à la recherche de signes inflammatoires ou bien une cicatrice de chirurgie cervicale ou des veines saillantes secondaires à la compression des veines intrathoraciques par un goitre intrathoracique ou plomb ou œdème en pèlerie. La deuxième étape de l'examen clinique est la palpation.
Elle peut être difficile au premier abord. Pour cela, il faut identifier d'abord le cartilage cricoïde, sous lequel on peut palper l'isthme sous forme d'une bandelette horizontale et à partir de là, palper les deux lobes de la thyroïde qui sont verticaux. La thyroïde est de consistance grenue. Il faut adopter une bonne technique. La palpation se fait chez un sujet assis ou debout en se plaçant derrière le cou légèrement fléchi ou en décubitus ou en hyperextension. Demandez au patient de prendre une gorgée d'eau. Seul le kyste stéréoglosse et la thyroïde ascensionnent à la déglutition. Pour faire la part entre les deux, demandez au patient de tirer sa langue. Seul le kyste stéréoglosse s'élève. À l'état physiologique, la face antérieure d'un lobe thyroïdien ne dépasse pas la surface de la phalange distale du pouce du patient. En résumé, d'abord, repérez le cartilage thyroïde, puis le cartilage cricoïde. La thyroïde est en dessous. Commencez la palpation par l'isthme, puis allez vers les deux lobes. Cette étape permet d'apprécier les limites, la taille, la consistance, l'homogénéité, la sensibilité, la mobilité et l'éventuelle présence d'intrines, l'association ou non de nodules thyroïdiens, l'éventuelle association de signes inflammatoires ou d'adénopathie, l'auscultation thyroïdienne à la recherche d'un souffle témoignant de son hypervascularisation qui est caractéristique de la maladie de Pasteau, et l'auscultation des troncs vasculaires à la recherche d'athérome. La région cervicale est divisée en 6 groupes ganglionnaires. Le groupe 1 sous-mentonnier et sous-mandibulaire, le groupe 2, 3 et 4 jugulaires supérieurs, moyens et inférieurs, le groupe 5 cervical postérieur et le groupe 6 cervical antérieur. Palpez les ganglions de la chaîne jugulaire le long du muscle sternocléidomastoïdien à la surface et en avant, et de la chaîne postérieure le long du bord antérieur du trapèze et postérieur du muscle sternocléidomastoïdien. Ne pas confondre un faisceau musculaire ou une artère avec un ganglion qui est mobile dans les deux directions. Un cancer thyroïdien peut donner des adénopathies cervicales, mais aussi peut donner des adénopathies ailleurs. L'existence d'un ganglion hypertrophié ou douloureux impose l'examen des régions qui les drainent, ou à thyroïdien ou autres, et des autres aires ganglionnaires afin de distinguer les adénopathies localisées des adénopathies généralisées. Les adénopathies métastatiques des cancers thyroïdiens sont souvent dans les territoires 3, 4 et 6, plus que le deuxième territoire. Point important, les adénopathies peuvent être associées à un cancer thyroïdien, une thyroïdite de Hashimoto, thyroïdite subaiguë de Descarvin et autres causes en dehors de la thyroïde. Absence d'adénopathie ne veut pas dire absence de cancer thyroïdien. Cancer thyroïdien vésiculaire, la dissémination est beaucoup plus hématologique. Le goitre est une augmentation du volume thyroïdien, soit diffuse ou nodulaire, intéressant un lobe, les deux lobes ou localisés, quelle que soit la nature de la lésion et l'état fonctionnel. Donc, un goitre a plusieurs aspects. Il peut être sporadique ou endémique, il peut être simple ou nodulaire, il peut être euthyroïdien associé à une hypothyroïdie ou toxique, et il peut être secondaire à plusieurs étiologies. Une tuméfaction cervicale visible ou une masse palpable n'est pas synonyme de goitre. Le diagnostic différentiel se pose devant les autres masses cervicales congénitales telles que le kyste stéréoglosse, inflammatoires telles que des adénopathies, ou néoplasiques primaires tels que les cancers des glandes salivaires, ou secondaires tels que le cancer aérodigestif. Et puis, une fois le diagnostic du goitre est confirmé, la deuxième étape est de le classer. Selon l'OMS 2013, le stade 0 est la thyroïde non palpable et non visible. Le stade 1, la thyroïde est palpable mais non visible ou en position normale. Et le stade 2, la thyroïde est visible ou en position normale. Il faut signaler qu'une thyroïde palpable n'est pas obligatoirement un goitre. Tel est le cas chez un sujet maigre dont le cou est gracile. Un goitre n'est pas obligatoirement palpable
c'est le cas des goitres plongeants où on ne peut pas palper le bord inférieur ou dans le cas d'un cou qui est trapu. Au terme de l'examen clinique, il faut préciser les caractéristiques du goitre, est-il diffus ou localisé, élastique, ferme ou dur, homogène ou non, symétrique ou non, douloureux ou indolore, compressif ou non, vasculaire ou non, associé ou non à des signes inflammatoires, et finalement le stade du goitre. Les caractéristiques du goitre constituent un élément primordial pour l'orientation étiologique, mais aussi la prise en charge thérapeutique. Ainsi, la différence entre un goitre de thyroïdite de Hashimoto et de maladie de Basedow est la vascularisation, et entre ces deux et la thyroïdite de D15 et la douleur. Un goitre diffus peut rester stable, peut régresser ou évoluer vers la nodularisation, peut devenir plongeant ou goitre total. Qu'est-ce qu'un nodule thyroïdien? C'est une hypertrophie localisée du corps thyroïde, de forme généralement ovalaire ou arrondie. Un nodule thyroïdien est diagnostiqué soit cliniquement à l'inspection ou à la palpation, soit par examen d'imagerie, échographie thyroïdienne ou TDM cervical. Il peut être unique ou multiple, ce qu'on appelle un goitre multinodulaire. Il peut être non sécrétant ou sécrétant des hormones thyroïdiennes appelées alors un adénome toxique est responsable d'hyperthyroïdie. Le nodule thyroïdien peut être visible lorsqu'il est très volumineux. Il peut être non visible mais seulement palpable du fait de sa taille, sa situation superficielle ou profonde ou bien sa consistance différente du reste du parenchyme. Et il peut être non visible et non palpable, seulement objectivé à un examen d'imagerie. Le problème initial devant le diagnostic d'un nodule thyroïdien est de prédire le risque de malignité cliniquement ou radiologiquement pour décider de la prise en charge ultérieure, soit surveillance, soit l'exérèse chirurgicale. Ceci est source de panique pour le patient et un vrai challenge pour le praticien. Pour cela, il faut rechercher à l'interrogatoire les facteurs de risque des cancers thyroïdiens qui sont la carence en iode, les âges extrêmes inférieurs à 20 ans et supérieurs à 60 ans, les antécédents familiaux, l'exposition à l'irradiation à l'enfance et le sexe féminin. Les arguments cliniques évocateurs de malignité sont liés soit aux caractéristiques du nodule lui-même, soit aux signes d'accompagnement qui sont soit l'association d'une adénopathie cervicale satellite, soit des signes de compression tels qu'une dyspnée, dysphonie ou dysphagie, soit des signes généraux tels que la présence de diarrhée et de flush évoquant un cancer médulaire de la thyroïde, ou bien une association à une perte de poids ou l'association, la mise en évidence de métastases à distance, surtout osseuses et pulmonaires. La palpation du nodule précise les caractéristiques suivantes. Est-ce qu'il est unique ou multiple? Sa consistance, son volume, son contour et sa mobilité et la présence ou non d'adénopathie associée. Les caractéristiques qui peuvent faire évoquer un cancer thyroïdien si le nodule est dur, s'il est irrégulier, adhérent, rapidement augmenté de volume ou s'il est associé à une adénopathie. Il faut savoir que la plupart des nodules thyroïdiens sont bénins et seulement 7 à 15% sont malins. La présence d'un nodule ou de plusieurs nodules a la même signification en termes de risque de malignité et la plupart des nodules thyroïdiens sont asymptomatiques, donc des découvertes fortuites, sans signe prédicteur de malignité. Il faut se méfier des nodules thyroïdiens dont le diamètre dépasse les 3 à 4 cm et ceux qui augmentent rapidement de diamètre de plus de 20% en moins d'un an, sans que l'évolutivité ni la grande taille soient synonymes de cancer. Il faut aussi évoquer la possibilité d'un cancer
théroïdien devant un nodule théroïdien dur, adhérent, avec des signes de compression et adénopathie associée. Mais ces signes sont inconstants et la plupart des cancers thyroïdiens sont asymptomatiques. Prédire le risque de malignité et la probabilité qu'un nodule héberge un cancer thyroïdien, mais le seul élément de certitude ou de confirmation est le diagnostic anatomopathologique de la pièce de thyroïdectomie. Et la circonstance de découverte la plus fréquente des cancers thyroïdiens est devant un nodule thyroïdien d'allure banale, donc sans argument clinique évocateur de malignité. Et dans la plupart du temps, l'examen clinique ne permet pas de différencier un nodule bénin d'un nodule malin. En résumé, le diagnostic du goitre, il est soit clinique, soit radiologique. La première étape est de confirmer le diagnostic du goitre et le différencier des autres masses cervicales, en précisant sa consistance, sa sensibilité, sa vascularisation et le classer selon l'OMS. La deuxième étape est le diagnostic étiologique. Est-il un goitre simple s'il est indolore, sans signes inflammatoires, non compressibles, sans nodule thyroïdien, les signes de malignité et sans aucune cause adjacente et sans dysthyroïdie. Les autres cas sont des goitres secondaires, soit une maladie de base d'eau, une thyroïdite d'Hashimoto, un nodule thyroïdien ou autre. Devant un nodule thyroïdien, la question qui se pose c'est est-il bénin ou malin? Heureusement, seulement 7 à 15% des nodules thyroïdiens sont malins. La première étape donc c'est de rechercher les facteurs de risque de cancer thyroïdien. La deuxième étape de rechercher les signes cliniques évocateurs de malignité et parallèlement les signes échographiques évocateurs de malignité. S'il existe donc probablement il y aura recours à une cytoponction et de là on décide la surveillance ou l'exérèse de la thyroïde.